Bon, bonjour, rebonjour à tout le monde. Merci d'être présent et présente pour cette deuxième conférence donc, du forum de la fête du clip. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je suis toujours Samuel Ferreira, donc, de Grand Bureau, le réseau des professionnels des musiques actuelles de la région. Sur cette conférence aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser en fait aux étapes, aux nombreuses étapes de la création d'un clip. C'est vrai qu'entreprendre la création et la diffusion d'un clip, c'est pas facile, hein, c'est pas une mince affaire, on va dire. Et pour ça, on a la chance d'accueillir 6 intervenants et intervenantes pour nous aiguiller un petit peu sur ces différentes étapes. Et donc, l'objectif de cette conférence, c'est un peu voilà, que vous ayez une vision un peu plus claire de toutes ces étapes de la conception et de la diffusion du clip. Savoir pourquoi faire un clip, à quel moment, sur quel morceau, à qui faire appel pour le réaliser, pour le diffuser, pourquoi pas le monter également. Est-ce qu'un clip, c'est important pour le booking, pour se faire programmer dans une salle? Qui finance le clip? Donc ça, c'était un peu la question de la première conférence en début d'après-midi. Mais voilà, en tout cas, on peut déjà entendre nos intervenants et intervenantes, si vous voulez vous présenter. Qui souhaite commencer en quelques mots? Bonjour. Alors moi, je suis Camille Meridja, je suis réalisateur. Je suis également membre fondateur d'une petite société de production qui s'appelle Green Film. Voilà, et du coup, en fonction des échanges, je pourrais apporter un point de vue très, très personnel. Voilà. Yeah. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Julien Pelletier, je suis guitariste d'un groupe de musique qui s'appelle Last Train et je suis réalisateur de clips et de documentaires. Voilà. Bonjour, moi je suis Andreas, je suis éditeur spécialisé sur la composition originale et je suis agent de compositeur, donc j'avance entre la synchronisation et le score sur différentes parts de marché, le cinéma en particulier principalement, mais le documentaire aussi, la publicité, le jeu vidéo, la production audiovisuelle. Donc parmi les sujets qui vont être abordés, je vais pouvoir faire écho et faire des rebonds sur la question du clip et de l'utilisation de l'image et de la musique. Bonjour, c'est Inès Bourgeois, je suis responsable com du Craspec Musique et conseillère aussi en communication pour le média Grotadic. Et moi, je pense que j'interviendrai plus sur la partie diffusion du clip à travers une salle de concert et des médias. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Gaëlle Duverger. Je suis directrice de la programmation du festival Cours d'un soir à Montréal qui présente la fête du clip de Montréal. Bonsoir, moi c'est Jeanne, je suis co-organisatrice d'un festival de clips qui s'appelle VKRS qui se déroule à Bruxelles. Merci à tout le monde. Alors déjà une première question qui s'adresse à un peu tout le monde. On peut parler du concept d'un clip. Pourquoi faire un clip? Quel concept? Est-ce que tout a déjà été fait? Comment on peut se démarquer en fait dans justement toutes ces créations? Peut-être les réalisateurs peuvent s'emparer de cette question. Ouais, le concept, c'est une question qu'on me pose assez souvent. J'ai jamais trop la réponse. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'écoute beaucoup la musique. Je vais écouter une centaine de fois. Je vais vraiment essayer de m'immerger. Non, pas du tout m'immerger, si ça se dit. En tout cas, me mettre dans la musique et comprendre vraiment l'intention de l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu dire et surtout, qu'est-ce que je ressens. Vraiment, ça va être beaucoup le personnel qui va rentrer là-dedans. Et très vite, j'ai des images ou des mouvements de caméra avant même d'avoir une histoire, un concept. Et puis après, c'est très souvent la relation aussi avec l'artiste, où on arrive un peu à aiguiller qu'est-ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de voir aussi à l'écran. Est-ce que lui intervient ou est-ce qu'on va faire vraiment une fiction avec des acteurs, des actrices ou pas du tout? Ouais, en tout cas, ça va être beaucoup écouter et puis gribouiller à fond, écrire à fond tout ce qui me passe par la tête et puis écarter des pistes que je vais trouver trop clichés ou bien au contraire en retenir d'autres qui m'inspirent. Et puis ce sera toujours bien sûr très inspiré de toutes les références que je peux avoir. Et donc forcément, y a des trucs qui existent déjà, mais je crois qu'après ça, c'est une réflexion globale sur l'art. De toute façon, on s'inspire de tout ce qu'on connaît et en fait, on le digère et on crée quelque chose de nouveau, bien que ce soit parfois très inspiré. Je trouve que le clip, il a vraiment
il est super intéressant pour ça, c'est que ça peut devenir un exercice de style. Et, à travers les clips que j'ai pu faire, j'ai beaucoup aimé justement parfois m'inspirer ou pomper presque un autre style d'un réalisateur et me dire, ou d'une réalisatrice évidemment, et de me dire, ben là, ce clip-là, je vais me faire plaisir, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, je vais faire un teenage movie en 4/3, ou bien au contraire, je vais faire un truc en noir et blanc, format cinémascope. Donc voilà. En plus, toi, tu as la particularité de faire des clips notamment pour ton groupe, donc tu as aussi la casquette artiste. Comment est-ce que tu différencies ces deux casquettes C'est plus dur de travailler pour mon groupe parce qu'en plus j'ai un chanteur qui est assez perfectionniste, donc je préfère parfois travailler avec d'autres artistes. Ouais, je sais pas trop. Pardon, c'était quoi la question? Excuse-moi. Le concept, en fait, on peut parler du concept. Est-ce que un clip, ça part forcément d'un concept à la base? Et après, voilà, ouais, tu travailles en fait, aussi avec ton groupe. Donc, voilà, tu parlais un petit peu de la carrière d'un artiste, tout ça. Nous, avec la Strain, du coup, je parle de ce que je connais, mais nous, c'était des clips très simples où l'idée, c'était au début de carrière de montrer qui on était, de montrer nos gueules, de faire un clip en noir et blanc parce qu'on était un groupe de rock et donc, du coup, on mettait des vestes en cuir et puis des lunettes de soleil et enfin, c'était très, très, très mal vu. Franchement, c'était 2014, faut pas me juger. Mais voilà, donc à ce moment-là, le concept, il est assez simple, quoi. Je pense que c'est se demander qu'est-ce que va apporter ce clip à notre carrière et effectivement définir le projet, montrer qui on est, montrer quel est le style du groupe, faire quelque chose de très simple, peut-être ne pas se lancer dans un truc trop ambitieux ou avec une fiction, avec plein d'acteurs, d'actrices qui racontent une histoire. Nous, on avait besoin d'avoir un truc assez simple. Et après, encore une fois, la relation avec d'autres artistes, c'est ce que j'aime beaucoup dans le clip et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire plus que simplement pour mon propre groupe. C'est que ça m'a apporté vraiment d'autres énergies, évidemment d'autres musiques, d'autres styles auxquels j'étais pas forcément, que je connaissais un peu moins. Et donc là, c'est super cool parce qu'il va y avoir des échanges, on va avoir vraiment d'autres énergies. C'est assez chouette, quoi. Camille, toi, est-ce que tu peux nous dire un peu avec quels artistes tu as travaillé? Justement, est-ce que ça partait d'un concept? Est-ce que c'est différent en fonction des artistes? Voilà, comment ça se passe généralement? Moi, à titre personnel, c'est vrai que ce qui me plaît dans le clip, c'est la liberté d'expression, la liberté de travail. C'est vrai que moi, quand je suis sollicité pour un clip, parce que souvent, c'est quand même les artistes ou les labels qui... Enfin, souvent. En tout cas, dans mon expérience, c'est souvent les artistes et les labels qui sollicitent des réals en fonction de leur identité artistique ou de leur expérience, etc. Ça m'est déjà arrivé une fois de solliciter un artiste pour vouloir travailler avec lui, mais souvent c'est dans l'autre sens. Et c'est vrai que moi, ce que je mets en priorité, même si le clip c'est quand même un outil promotionnel pour un artiste et pour un album ou pour en tout cas une identité musicale, pour moi, ce qui est très important quand je propose quelque chose, c'est que je puisse arriver avec mon identité, avec mes idées et que je puisse arriver à convaincre en fait un artiste ou un label de me faire confiance là-dessus. Alors évidemment, il y a des allers-retours à faire avec un artiste parce que c'est quand même une musique qui a été écrite par un groupe ou par un artiste, mais j'aime assez cette idée-là quand même d'arriver avec sa patte, son identité visuelle, ce qu'on a raconté en tant que réal, et de pouvoir défendre ça. Et je dirais que quasiment tout le temps, ça se passe de cette manière-là, parce que je trouve que dans le clip, je dirais presque historiquement, il y a un petit peu cette particularité-là de pouvoir laisser une vraie liberté à une réal ou à un réal. Souvent parce qu'il n'y a pas forcément des budgets énormes, donc on vient compenser un peu ce manque de budget par une liberté artistique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans le clip, c'est devenu un peu une sorte de cahier des charges, en fait. C'est important d'avoir, en tant que réal, une liberté de travail. Donc moi, à titre perso, c'est vrai que j'essaie de travailler plutôt avec des artistes, même si je ne les connais pas en amont, qui ont quelque chose de fort à raconter ou musicalement, qui a quelque chose déjà qui me plaît d'entrée, et puis dans lequel je sais que je vais pouvoir apporter quelque chose. Si je me sens pas capable d'amener mon identité dans une musique ou auprès d'un artiste, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais par contre, quand je sens qu'il y a une place, j'essaie de la prendre à fond. Et voilà. Et donc après, les artistes, il y en a... je sais pas, je peux citer des artistes, mais je peux en citer deux. Il y a le dernier que j'ai fait pour l'artiste Pomme, la chanteuse Pomme.
Voilà. Et puis un autre que je prends souvent en exemple, parce que là c'est moi qui ai sollicité l'artiste, un artiste qui s'appelle Nosfell, qui est moins en vue un peu ces dernières années, mais qui est un artiste incroyable que moi en tout cas en tant que personne, c'est un artiste que je suivais depuis longtemps et que j'avais toujours eu envie de travailler avec lui. Un jour, je l'ai sollicité, j'ai sollicité son label à l'occasion de la sortie de son album. Et j'ai eu la chance de pouvoir attirer, on va dire, l'intérêt du label et de l'artiste. Et ensuite, on a pu collaborer pour faire un clip. Voilà. Et dans le cas où un ou une artiste a une idée déjà, par exemple, voilà, l'artiste vient te voir en disant je vais faire un clip avec une voiture dans telle ville, par exemple. Est-ce que ça, toi, ça t'intéresse? Ou justement, tu préfères amener 100% de l'idée et la proposer à l'artiste, quoi? Alors, moi, mon point de vue, après, je laisserai évidemment la possibilité aussi aux autres de répondre. Si un artiste arrive avec une idée déjà très, très définie, un cahier des charges très défini, très franchement, moi, je sens que j'ai pas ma place dans ce concept. Alors, souvent, il arrive que les artistes ont déjà des intuitions, des idées qui peuvent être parfois, effectivement, pertinentes et qu'on peut réutiliser et réécrire. Mais si c'est vraiment déjà très calibré, pour moi, c'est un peu compliqué de trouver ma place dans ce type de dispositif. De mettre ta patte, etc. Mais j'avoue que c'est assez rare. C'est-à-dire que ça arrive parfois que alors il y a des artistes qui arrivent en disant voilà, c'est quartier libre. Et puis d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais moi, il m'arrive parfois de participer à des projets sous forme de compétition. C'est-à-dire qu'on reçoit de la part d'un label un pitch, un morceau, en disant voilà, qu'est-ce que vous pourriez proposer? J'imagine qu'ils font pitcher comme ça à 3, 4, 5, 10 réals. Et puis, si on gagne cette petite compétition, on fait le clip. Si on ne gagne pas, on ne le fait pas. Et du coup, ça permet tout de suite d'arriver avec son identité, sa patte, ses idées. Et voilà. Donc, c'est finalement assez rare que les artistes aient déjà des idées très, très arrêtées. C'est plutôt bien... Enfin, c'est plutôt les artistes qui arrivent en disant voilà, il y a ce morceau, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. Oui, ça part quand même à chaque fois du morceau en question. Julien, est-ce que c'est pareil dans le cas où c'est d'autres artistes qui font appel à toi? Moi, c'est un peu différent. Je crois que j'aime bien justement quand un artiste arrive parfois avec une idée précise ou des références, parce qu'il va m'orienter peut-être vers quelque chose que je connais moins. Et je trouve ça assez intéressant de s'emparer du projet et essayer d'apporter sa touche, tout en respectant ou en tout cas en discutant vraiment avec la personne en face et en essayant de comprendre sa vision, tout en bien sûr essayant de faire quelque chose d'assez cinématographique. Donc ça a pu m'arriver qu'il y ait des artistes qui aient vraiment quelque chose d'assez précis en tête. Et je suis assez content généralement des résultats parce que ça me ressemble quand même, j'ai l'impression. Et peut-être que finalement, au fur et à mesure, c'est ce qui a fait que j'ai un genre de catalogue de clips que j'ai fait qui sont un peu tous différents, mais dans lesquels il y a une genre de patte. C'est ce qu'on me dit, moi j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi, mais mais du coup je trouve ça toujours assez cool finalement. Mais aussi c'est peut-être parce que déjà il y a eu une époque où j'avais beaucoup de mal à dire non au projet. Genre comme je suis musicien, en fait le clip c'était quand même quelque chose à côté pour moi, donc c'était un peu un genre de hobby. Et donc je trouvais ça trop chouette qu'on me sollicite. J'étais toujours très très touché parce que je me suis jamais prétendu réalisateur en tant que tel. J'ai jamais fait d'études pour ça et tout ça. Et donc du coup, à chaque fois quand on me présentait un projet, très souvent ça me bottait. Et puis j'étais assez excité à l'idée de travailler avec de nouvelles personnes parce que je vis quand même 365 jours par an avec mes meilleurs potes avec qui j'ai le groupe. Donc sortir un peu du groupe, ça me faisait du bien. Donc c'est un peu un truc qui est différent, je pense. Mais j'aime bien, et je leur dis, mais c'est une relation qui est trop intéressante avec l'artiste quand effectivement il est impliqué, parce que ça arrive parfois aussi qu'il soit carte blanche, ou bien que ce soit un artiste qui soit même pas trop au courant qu'il y a un clip qui est fait sur un de ses titres, ça arrive aussi. Mais j'ai travaillé avec des petits artistes de la scène française principalement, donc du coup c'est souvent eux qui me sollicitaient. Il n'y avait pas forcément de label, pas forcément cette pression financière, c'était des tout petits clips, donc il pouvait y avoir un truc très DIY où vraiment on se posait tous les deux, on discutait. Et justement, tu parlais de voiture, par exemple, je pense à Terrier, par exemple, qui est devenu un super copain. On est parti dans une Fiat Panda en Normandie, et puis là, j'avais la caméra tout le long, et je filmais à l'arrache. Je suis revenu avec, 4-5 heures d'images pour un clip de 3h30.
Mais ça me plaisait trop parce que du coup, il y avait vraiment une relation qui se créait avec l'artiste. Et puis, j'étais pas simplement réalisateur qui devait produire quelque chose sans se concerter avec lui. J'avais l'impression de faire partie de son histoire d'une certaine façon. Et de mettre des images sur une musique, c'est quand même quelque chose d'assez important finalement. Donc, c'est cool d'avoir cette relation avec l'artiste. En parlant de concept, Jeanne, chez VKRS, tu as un concept un peu particulier qui est le speed clipping. Est-ce que tu peux nous parler un peu de VKRS et de ce concept-là? Du coup, le VKRS, c'est Video Kill the Radio Star. Je le dis parce que sinon c'est un peu bizarre, VKRS. Donc c'est un festival de clips qui se passe à Bruxelles. On est à notre 6e édition. Et dans le cadre du VKRS, on a créé un concept qui s'appelle le speed clipping, où l'idée c'est de réaliser un clip en 3 jours. Et surtout, l'idée c'est qu'il y a 3 formulaires d'inscription. Donc il y a le formulaire d'inscription des vidéastes, enfin qui peuvent être, on les appelle les vidéastes, mais ça peut être des réalisateurs ou des chefs opérateurs ou en fait n'importe qui a envie d'exprimer un peu de créativité sur une musique. Il y a le formulaire d'inscription musicien. Donc ça, ce sont des artistes qui envoient une chanson ou une musique qu'ils ont envie de clipper. Et puis il y a le formulaire comédien. Et donc ça, ce sont des comédiens qui ont envie de participer à un clip. Et l'idée, c'est que on tire au sort. Donc moi, je crée des équipes de 2, donc en vidéaste. Et puis on tire au sort la musique que les vidéastes vont clipper. Et puis ils ont 3 jours, une journée pour se rencontrer, pour écouter la musique, pour choisir les comédiens et imaginer le concept, une journée pour tourner et puis une journée pour faire la post-prod. Et du coup, voilà, l'idée c'est d'arriver sans connaître la musique, sans se connaître même, parce que les équipes, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se sont inscrits séparément et que nous on a mis en duo en fonction de leurs compétences. Donc ils ont l'idée c'est vraiment de faire un concept super simple pour un artiste qui ne connaissait pas au départ. Et donc c'est vraiment la relation entre les réalisateurs, vidéastes et le musicien dont on parlait, où là, ils ont quelques heures pour se mettre d'accord sur la vision du projet qu'ils ont, et puis une journée pour tourner et une journée pour monter. Et en fait, il en ressort des choses vraiment assez extraordinaires, parce qu'au départ, la première édition qu'on a faite, on s'est dit, oh là là, on va se retrouver avec des choses complexes. Mais en fait, ça marche super bien, parce que justement, en parlant du concept, ils arrivent à des choses extrêmement simples, mais très efficaces. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont pas le matériel, c'est eux qui l'amènent, donc ils ont le matériel, ils ont du matériel assez basique. Ils n'ont pas pu faire des autorisations de lieux de dingue et tout, donc ils sont obligés d'avoir un concept qui marche super bien. Et donc on se retrouve avec des clips assez pépites et originaux. Et voilà, c'est un peu le même principe que le Kino. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà. Est-ce que tu as un regard sur les personnes qui postulent, en fait, ou pas du tout? Ouais, alors, du coup, moi, je m'occupe des 3 formulaires. Et donc, pour les comédiens, ils restent tous en lice. Pour les musiciens, on choisit 4 musiques. Et donc, ça, c'est un peu nous 4, les 4 organisateurs qui choisissons les 4 musiques. Et l'idée, c'est d'avoir des choses assez différentes pour ne pas se retrouver avec 4 clips électro. On a de la chanson française, des musiques en anglais, des types très différents. Et alors, les équipes ont fait 4 duos. Et ça, moi, je regarde les profils. Donc, on demande quand même qu'ils nous envoient ce qu'ils ont fait avant, leur motivation, et aussi un peu le matériel qu'ils ont et les compétences qu'ils ont pour pouvoir justement former des duos qui se complètent et pas se retrouver dans une situation où on a 2 réalisateurs mais il n'y a pas de caméra. Voilà. Donc, oui, ça, on regarde et on essaye de faire les duos les plus compétents et efficaces possibles. Et est-ce que tu sais si les artistes se servent des clips justement qui ont été produits sur ces 3 jours par la suite, en fait, ou pas forcément? Alors ça dépend, parce qu'il y a quand même parfois des ratés. Donc il y a des artistes qui n'ont pas utilisé le clip parce qu'ils n'étaient pas satisfaits ou que ça ne représentait pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Mais après, il y en a, je pense que sur les 5 éditions où on a fait ça, la majorité des artistes ont utilisé le clip après.
Et alors, on n'a pas de critères pour les artistes musicaux. Donc, on a parfois des artistes qui sont déjà assez reconnus, qui se prêtent au jeu. Et puis, on a des artistes qui sont tout à fait émergents et qui n'ont encore eu jamais de clip. Et ça leur permet... En fait, nous, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde. Donc, les comédiens, ils sont rémunérés pour jouer dans le clip. Les musiciens, ils reçoivent un clip, potentiellement un clip gratuit qu'ils peuvent utiliser. Et les vidéastes, nous, on a un prix du speed clipping. Et donc, ils ont une chance sur 4 de gagner 1 000 euros s'ils gagnent le prix. Et donc, ça leur permet de réinvestir ces 1 000 euros dans du matériel ou dans une création, quoi. Ok. Pour vous, les réalisateurs, c'est un dispositif qui vous plairait justement de participer à ça? Moi, je trouve ça trop stylé. Franchement, c'est trop ouf. Je connaissais pas. J'ai stalké avant parce que je vous ai un peu toutes et tous stalké, mais ouais, c'est trop stylé. J'aimerais trop faire ça. Et c'est comme moi, les marathons vidéo, les 48 heures, tout ça. Je trouve le fait de travailler un peu sous pression aussi, ça nous arrive déjà très souvent. Et du coup, c'est fun. Et puis en plus de faire rencontrer des personnes comme ça, c'est trop chouette. Mais travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Qui aura la ref. Oui, je vais juste spécifier, ça se passe à Bruxelles, mais il n'y a aucune condition de nationalité pour participer. Donc voilà. Et Bruxelles, c'est pas très loin. Oui, je peux. Du coup, je peux te laisser le temps de boire. Je vais te dire des trucs. Non, mais oui, je te rejoins aussi. Là, tu parlais du modèle Kino. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à un Kino à Québec. Plutôt sur du court-métrage, mais c'est le même concept. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi cette configuration un peu dans un laps de temps donné, d'être dans une créativité un petit peu, je dirais pas dans l'urgence, mais en tout cas dans un certain laps de temps qui oblige à faire des choix rapides et à prendre des décisions rapides. Et puis, il y a tellement une bonne énergie que la créativité, elle est hyper intéressante. Donc, pour le clip, j'imagine que beaucoup d'entre nous ont déjà eu ces occasions-là de devoir réaliser des clips dans des temps donnés, avec des budgets très serrés, mais souvent les idées permettent de faire des choses incroyables, beaucoup plus que les budgets. Donc voilà. Et du coup, si je peux faire une petite transition avec ce qui s'est dit un petit peu tout à l'heure en début d'après-midi, c'est vrai que j'écoutais par rapport à certaines remarques, je trouve que pour le clip particulièrement, beaucoup plus que dans d'autres domaines, je dirais chaque clip peut trouver son économie en fait. Il y a des clips qui vont obtenir des financements importants parce que le label a de l'argent, parce qu'il peut obtenir des aides en plus publiques. Il peut y avoir, voilà, ce qui est très très bien. Hein. Mais il peut y avoir aussi parfois d'autres expériences où un groupe émergent, ou même pas émergent forcément d'ailleurs, hein, qui va avoir une envie soudaine de clipper un titre en particulier et puis de se dire, voilà, on a 3 000 euros pour le faire, il faut le faire, voilà. Et ça donne des fois des choses incroyables. Donc je pense que le clip, il y a vraiment, ce que je disais tout à l'heure, cette liberté de création qui se retrouve aussi parfois dans la production et qui laisse une liberté assez grande. Et justement, très concrètement, comment vous traduisez en fait le scénario que vous avez imaginé en un langage de pré-production ou de production? Tu vois, des fois, il y a peut-être des ambitions qui doivent être vues à la baisse par rapport au budget. Comment vous traduisez ça? Comment vous travaillez pour les repérages, le montage du budget? C'est pas forcément vous, mais voilà, comment vous travaillez cette production, en fait, cette phase-là? Moi, je peux commencer, du coup. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que sur les projets de clips que j'écris, et quand je sais qu'on rentre dans un dispositif de production, on va dire, classique, soit parce que le label a des moyens financiers, soit parce qu'il y a une prod derrière qui va aller solliciter le CNC ou autre. Moi, c'est vrai que quand j'écris, comme à côté de ça, j'ai aussi une prod et qu'il m'arrive aussi de faire de la prod sur d'autres projets, quand j'écris, je sais à peu près anticiper en fait les coûts de production. Donc dans le dialogue que j'ai avec le producteur du clip, il n'y a jamais de surprise. J'ai jamais un producteur qui me dit « Oh là là, t'as pensé à un truc, c'est impossible que ça rentre, etc. » On discute évidemment pour affiner l'écriture, mais souvent, moi, quand j'écris, j'ai conscience des moyens que je peux avoir. Et donc je sais que c'est des choses qui sont faisables avec le budget qu'on espère avoir, ou en tout cas qu'on a prévisualisé.
Donc voilà, donc du coup, c'est pas forcément un critère, c'est jamais une contrainte en fait pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de poser mes idées, de trouver des choses un peu, je dirais, comment dire. Moi, je viens de toute façon un peu du do it yourself, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé comme beaucoup de gens ici avec rien du tout et puis on se débrouille. Donc, quand on commence à avoir des moyens et qu'on a un peu d'expérience, on sait comment arriver à poser des idées ambitieuses tout en les rendant possibles en fait, malgré tout. Donc voilà. Et je trouve que de toute façon, la contrainte, de manière générale, pousse à la créativité. Donc ça, c'est une certitude. Julien. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je bois tes paroles. Et moi, effectivement, je fais toute la prod tout seul. Donc j'ai monté une boîte de prod, mais je suis tout seul. Donc je me dois d'avoir des yeux sur le budget. Et effectivement, dans ma façon de réfléchir au clip et de l'écrire, j'ai très vite en tête les coûts que ça va engendrer. Et puis je tiens mon tableau en direct. Et généralement, voilà, il n'y a pas trop de surprises. Et effectivement, par contre, bien sûr, ça doit brider parfois des idées. On est obligé de pas pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Mais l'avantage, c'est que quand tu es motivé et que tu as de la débrouille, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et puis, l'autre avantage, c'est que quand tu ne te reverses pas de salaire, par exemple, ça laisse plus d'argent pour de la production, pour des décors, des trucs comme ça, des accessoires. Donc, voilà, pas grand-chose de plus à rajouter. Effectivement, j'ai toujours des yeux sur le budget. Et voilà, quoi. Et par rapport au repérage, aux demandes d'autorisation éventuelles aussi, comment ça se passe? Généralement, vous avez peut-être des retours d'expérience un peu... Il faudrait le faire, faudrait demander des autorisations tout le temps. Ouais. Mais je suis assez fan du tournage sauvage, donc j'en parlais, voilà, partir avec l'artiste, clipper un truc, et puis se dire, vas-y, mets-toi ici, je sors la caméra. En fait, c'est vraiment des façons d'aborder un tournage et d'aborder la réalisation de clips qui me plaît beaucoup, même si évidemment c'est trop cool d'avoir aussi des équipes et de beaucoup plus storyboarder. Et dans ce cas-là, je pense que plus tu as d'équipes et plus tu as de personnes qui sont présentes sur le tournage, moins tu peux te permettre de laisser place à l'improvisation. Donc dans ce cas-là, il faut bien faire gaffe quand même, effectivement, avoir les autorisations, savoir exactement ce que tu tournes. Et puis que toutes les personnes qui sont concernées par le projet, le chef-op, s'il y a un cadreur, un directeur photo, j'en sais rien, sachent exactement ce qui va être tourné, comme ça il n'y a pas de surprise et puis t'as pas à expliquer à chaque fois sur le setup du tournage, attends mais le plan il est comme ça et tout ça. Donc c'est quand même intéressant d'être bien préparé quand t'as du monde, mais après je trouve que quand t'es solo c'est un peu un avantage, c'est que tu peux vraiment je sais pas, j'ai fait un clip à Lyon avec un artiste dans la de nuit et du coup c'était trop bien, on se baladait juste tous les deux et effectivement t'es devant un bâtiment, tu sais que normalement tu devrais demander une autorisation, mais en même temps comme je dis souvent, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a quelqu'un qui vient te faire chier? Soit tu as déjà le rush et puis ça sera libre à toi de l'utiliser et de le mettre dans le clip qui va être vu, je sais pas, 5-10 000 fois. Donc, peu de chances que finalement il y a quelqu'un qui te retrouve. Ou soit tu décides de détruire le rush et puis tu acceptes de ne pas faire n'importe quoi. Mais voilà, non, tournage sauvage, bien aussi, moi j'aime bien, c'est fun. Camille, le tournage sauvage J'en ai fait beaucoup, hein, ouais. Mais non, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, je suis plus vraiment dans cette... je la respecte tout à fait, et j'en ai fait beaucoup, donc je peux le dire. Mais depuis une dizaine d'années, non, effectivement, là, tous les projets, en tout cas de clips que j'ai eu la chance de réaliser, c'était dans un cadre quand même assez... c'est des projets qui étaient portés par des boîtes de prod, dont certains étaient en plus soutenus financièrement par des aides publiques. Donc quand tu dis à un producteur au tournage sauvage, déjà, lui, d'entrée, il va te dire ça, c'est pas possible. Parce que c'est ce qui se comprend, hein, tout à fait. Derrière, il y a une responsabilité d'une société, il y a de... Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, moi, quand je tourne en extérieur, on fait en sorte d'avoir les autorisations. Voilà. Après, effectivement, les règles, on arrive toujours à jouer un peu sur ce qui est autorisé, pas autorisé, etc. Mais de manière générale, on est obligé parce qu'il y a une responsabilité d'une structure. Il y a des assurances, il y a des risques aussi pour les comédiennes et comédiens. Donc, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu un boulot de prod. C'est-à-dire que moi, quand je suis réal, même si j'en ai conscience, j'essaie quand même de pousser au maximum par rapport à mes idées artistiques sur ce que j'ai envie de faire. Et puis, la prod, en fonction, elle se débrouille pour pouvoir trouver les lieux. Enfin, trouver les lieux. Généralement, j'ai des idées assez précises aussi en termes de repérage, mais avoir les autorisations des lieux. Voilà. Mais là, j'ai tourné un clip, par exemple, il y a 15 jours à Marseille. Il y a un lieu qu'on avait repéré sur lequel on n'a pas pu avoir d'autorisation.
Donc on avait soit le choix de tourner en sauvage, soit de trouver un autre lieu. Et on a fait le choix de trouver un autre lieu, parce que c'était trop risqué de tourner en sauvage, et pour la prod, et pour la sécurité des comédiennes et comédiens. Donc voilà. Andreas, toi, par rapport aux artistes que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous dire un peu à quel point ils sont impliqués dans la création de leurs clips, si toutefois il y a des clips, et puis voilà, quels échanges tu as avec justement les réals ou les équipes de tournage, quoi. Oui, mais moi j'apprends plein de choses qui me sont utiles parce qu'aujourd'hui je me trouve à Lyon et j'évolue en France, mais mon activité se déroule principalement aux États-Unis où c'est une économie complètement différente, un rapport artistique complètement différent. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure justement où finalement ce sont les artistes qui viennent plus vers toi. Nous, c'est l'inverse. Ce sont les producteurs et les réalisateurs et auteurs qui se dirigent vers nous parce qu'ils sont au cours. C'est un chaînon très court où, en étant agent, je discute directement avec les réalisateurs, les scénaristes, les auteurs, les producteurs, et ces personnes sont au courant du catalogue en tant qu'éditeur que je représente, et donc elles vont demander une commande, soit en score, soit en synchronisation. Je ne sais pas si vous savez ce que score et synchronisation veut dire, peut-être que je peux l'expliquer. La synchronisation, c'est l'incorporation d'une œuvre préexistante sur une œuvre audiovisuelle. Donc ça veut dire que n'importe quelle œuvre qui existe déjà et qui se retrouve sur une musique de Queen dans un film d'aujourd'hui, ça c'est de la synchronisation. Maintenant, du score, c'est de la création à la commande. C'est un réalisateur qui, pour le coup, sait pertinemment ce qu'il veut à l'image, mais de façon taillée. Et à ce moment-là, une relation s'installe et il y a un tandem qui se crée entre le compositeur et le réalisateur, où les deux se mettent au travail. Et le producteur d'un côté et l'éditeur agent de l'autre vont chapeauter tout le cadre juridique, vont être impliqués, surtout pour la part éditoriale, dans la création artistique. Et on va attendre qu'il y ait des images, pour le coup. Et nous, nos clips, ce sont des trailers. Donc c'est assez particulier parce que c'est une mise en avant de la musique qui est un peu aussi à l'inverse du clip, je trouve. Parce que le clip, c'est un peu c'est l'image qui se met au service de la musique. Parce que du coup, il y a un moodboard qui se crée autour de l'intention, l'essence musicale, alors que pour le trailer ou pour la musique à l'image, de manière générale, c'est la musique qui va se mettre au service de l'image. Et dans ce sens, moi, j'ai besoin, vu que je connais d'abord les producteurs et les réalisateurs, j'ai besoin de savoir leurs besoins et donc de connaître les compositeurs qui peuvent répondre à ces besoins. Je peux pas forcément, je peux pas ouvrir mon catalogue à tous les compositeurs, tous les artistes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, c'est sûr, mais je connais d'abord mes partenaires qui sont mes clients et qui, eux, sont supposés savoir ce que je fais, de l'orchestral, de l'électroclassique, du néoclassique, peu importe. Et donc, du coup, moi, je me nourris de ce savoir-là pour réunir les bons compositeurs à l'effort. Ouais. Julien et Camille, vous, de votre côté, est-ce que vous aimez bien que l'artiste soit impliqué ou pas forcément? Enfin, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est un peu au cas par cas, j'imagine? Pour être honnête, alors ça peut dépendre de l'artiste. Moi, je trouve que la bonne collab, c'est quand il y a un équilibre, évidemment, qui s'opère. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un artiste qui a déjà un univers musical. On ne peut pas révolutionner ça. Il faut prendre en compte quand même l'historique de l'artiste, le projet de l'album aussi, s'il y a un album. Donc, il faut qu'en tant que réal, on ait conscience de ça et pas proposer une idée qui soit complètement hors sujet. De toute façon, elle ne serait pas validée. Moi, j'aime bien quand il y a une entente et un bon équilibre. C'est-à-dire que... Évidemment, l'artiste peut avoir des idées, peut avoir des intuitions, des choses qu'il n'a pas envie de faire aussi, mais que la place du réal soit toujours aussi au bon endroit, parce que ça reste quand même, pour moi, en tout cas en tant que réal, une vraie identité de ce qu'est mon travail. Donc voilà, donc je dirais que souvent ça se passe plutôt bien. Après, ça arrive parfois qu'il y ait des artistes qui prennent plus de place parce que c'est leur projet musical et que du coup, parfois, ça rentre dans des négociations... Parce que moi, j'ai tendance à pas trop lâcher quand je suis sûr d'une idée.
Donc ça arrive parfois qu'il y ait besoin d'argumenter, de défendre, etc. Parfois ça passe pas. Et puis au contraire, il y a d'autres artistes qui sont vraiment dans un lâcher-prise total, qui disent voilà, carte blanche, je te fais confiance, le projet me plaît, vas-y. Et là c'est très cool parce que du coup on a un artiste qui est complètement presque qui devient, alors quand il est à l'image, ça devient simplement une sorte d'acteur ou d'actrice à disposition du projet. Parfois il n'est pas forcément à l'image. Moi ça m'est arrivé de tourner un clip où j'ai demandé au groupe de ne pas apparaître dans le clip parce que je trouvais qu'il y avait plus de force à raconter une histoire sans eux plutôt qu'avec eux, et ils ont carrément accepté, et du coup, voilà. Donc ça dépend un peu des projets. Encore une fois, il a tout dit, hein. Que dire de plus? Non, mais c'est vrai qu'il faut juste faire gaffe à ce que l'artiste soit pas trop relou à un moment donné, parce on sait un peu ce qu'on fait quand même, et c'est vrai que parfois, il peut prendre un peu la place du réal, et ça c'est un peu embêtant. Mais sinon, moi, à titre perso, encore une fois, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est trop cool de... Tu parlais de tandem, c'est ça aussi, quoi, qu'il y a un tandem qui s'opère, et que je me suis retrouvé chez l'artiste à finir le montage avec lui, puis il me disait ah ben ça on pourrait faire comme ça, et puis à un moment donné on se met un peu en retrait, et surtout on accepte aussi la critique, et ça fait quand même évoluer le projet. Et en fait il y a juste certaines fois où il va me dire ah ça je le verrais bien comme ça, et je fais non frère, là ça passe pas, tu dis n'importe quoi. Mais par contre la plupart du temps je suis vraiment trop open aux discussions, et je pense que c'est quand même son clip au final, donc je me suis un peu retrouvé des fois dans des situations effectivement avec des allers-retours incessants, parce que j'ai tendance à dire aux artistes quand je vais commencer à travailler avec eux qu'il faut que ça leur plaise à fond, que c'est leur clip, il faut qu'ils en soient fiers. Et donc du coup je vais me faire un peu taper sur les doigts, mais moi il n'y a pas forcément de limite d'aller-retour en fait, quoi. Ça me gêne pas d'en faire 5, 6, 10, parce que je trouve que c'est important que l'artiste soit content de ce qu'on va sortir ensemble. Et généralement, on n'en fait pas plus de 3-4 en fait, donc c'est assez chouette ça, parce qu'en fait chacun connaît son métier quand même, et puis ça se passe plutôt bien. Donc voilà, faut juste peut-être mettre parfois des limites, et du coup tout l'inverse de ce que je viens de dire, quoi. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous de notre côté on travaille sur des temps très longs, notamment alors par la partie synchronisation, c'est très court. Pour la partie scoring, c'est très long. Lorsqu'on fait des bandes originales pour des documentaires ou des films, peu importe, ça s'étend sur 8 à 1 an, voire 1 an et demi. Et il y a cette logique de révision qui se met en place où le réalisateur, on se met d'accord pour savoir que la production, la partie éditoriale, le réalisateur et le compositeur vont pouvoir échanger un certain nombre de fois, parce qu'il y a beaucoup de versions qui existent, justement pour pouvoir valoriser le plus possible, au mieux, l'image qui sera montrée ensuite au public. Mais c'est vrai que on connaît notre place aussi vis-à-vis des compositeurs qu'on accompagne. On connaît l'importance et la valorisation du réalisateur, et à ce niveau-là, on intervient. Je souligne vraiment ce terme d'accompagnement. On ne s'impose pas. On prend la place qu'on veut bien nous donner. Et plus on a d'espace, si on a beaucoup d'espace, c'est tant mieux pour nous. Si on n'en a pas beaucoup, on discute quand même avec le compositeur pour que lui, il puisse véhiculer les bonnes idées au réalisateur qui a les siennes, qui veut les mettre en avant le plus possible. Mais dans la musique à l'image, j'imagine que c'est quand même un peu le même rapport au niveau du clip. C'est que les deux ont un réel besoin de l'un et de l'autre. Le réalisateur, c'est lui qui part avec son idée, et quelque part, le compositeur doit se saisir de cette idée, mais le compositeur a besoin aussi de comprendre ce que le réalisateur attend, et inversement. Et de lâcher prise aussi. Et de lâcher complètement prise, ouais. Et tu vois, tu parlais du 8-10 mois sur tous ces projets-là. C'est vrai que l'avantage du clip aussi, c'est que généralement, l'artiste vient nous voir et dit « Oh, je voudrais bien faire un clip, il faudrait qu'il sorte dans 1 mois. » Je fais « Ouais, gars, donc déjà, tu négocies pour que ce soit 2-3 mois. » Donc effectivement, généralement, on a aussi moins de temps pour faire des allers-retours, parce qu'à un moment donné, il y a une deadline qui est généralement très courte, puisque, comme je le disais, les artistes et les labels n'ont pas toujours compris qu'il fallait du temps de production pour faire des clips. Mais, si je peux me permettre, c'est justement, je trouve ça aussi hyper intéressant au niveau de l'économie. Aux États-Unis, et puis de manière générale dans les pays anglo-saxons, la conférence numéro 1 était super intéressante pour ça, de mon point de vue, parce que il y a une vraie différence. Il y a des subventions qui existent en France, en Europe, aux États-Unis. C'est vraiment un peu la logique de do it yourself.
où soit on a l'argent et on fait, soit on n'a pas l'argent et à ce moment-là, on ne fait pas, mais du coup, c'est un temps plus court à ce niveau-là. Les décisions se prennent d'une manière beaucoup plus rapide parce qu'on a l'argent de le faire. Et alors qu'en France, et de manière générale en Europe, mais ce sont des administrations complètement différentes, c'est normal, c'est que c'est un potentiel de réalisation qui existe. On a une idée de ce qu'on peut mettre sur la table et grâce aux subventions, on peut potentiellement faire plus. Et plus on a de subventions, plus on peut grossir l'idée. C'est la grosse différence par rapport aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons de manière générale, c'est qu'on a déjà une idée de ce qui va être remis et de l'effort qu'on attend dès le départ. Et ça peut changer beaucoup de choses au niveau de la communication, de la promotion, au niveau du public. Inès, toi, quand tu as un peu accompagné des groupes, est-ce que justement tu étais en lien avec les équipes de réalisation? Est-ce que tu as pu gérer aussi la sortie de clips? On en parlera un peu plus tard aussi sur la diffusion du clip en tant que tel. Mais vraiment sur la phase production, tournage, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, mais j'ai accompagné des groupes un petit peu et nous on était justement du côté est-ce que tu peux nous sortir un clip dans un mois, ce serait super. Parce que du coup souvent les artistes font un planning en pensant du coup à une stratégie de sortie d'album ou d'EP et c'est à ce moment-là que les clips arrivent. Et du coup c'est une fois que le planning est fait qu'en général les artistes contactent les réals pour dire salut. Donc je dirais que j'ai collaboré donc quand même assez peu, mais les moments où ça m'est arrivé, on était sur des formules où justement on avait des projets avec très peu d'argent. Donc on essayait d'aller vers des collaborations avec des gens qui avaient soit un petit peu la même identité, les mêmes envies d'esthétique en tout cas, pour justement trouver un partenaire pour un peu se donner, se tendre un peu la main et monter ensemble et comment dire. Se développer. Se développer ensemble, quoi. C'était ça. Okay. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toute ta question. Est-ce que vous avez des questions, vous? Pardon, ouais, je disais juste un mois, c'est ok, hein, non, parce que je dis les artistes et tout, mais moi-même avec mon groupe, on faisait les clips 10 jours avant, donc voilà, je voulais pas cracher sur. Enfin, juste je me permets de le dire. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Ouais. Ouais, j'ai une question. Je suis musicien réal et pour l'instant, je pense que j'ai pas encore assez de technique pour m'être planté de manière gigantesque avec un client et que les artistes soient pas du tout contents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec un clip qui leur plaît pas, qui décide de pas sortir? Comment ça se passe au niveau contractuel, au niveau humain? Je réponds vite fait, ça va être vite fait. Je crois que j'ai juste un souvenir. Et c'est un clip que j'ai fait pour un groupe strasbourgeois. C'était pareil 2 semaines avant. Et puis ils voulaient un super clip pour 300 balles, tout compris évidemment. Et du coup j'ai fait un truc vraiment pas bien avec une fille qui ensuite fumait des clopes dans son appart et tout ça. Enfin bref, et c'était pas à la hauteur de ce que le groupe attendait. Et finalement 2-3 mois plus tard, ils ont sorti un clip avec plus de budget, avec des danseurs et tout ça. Et donc je me suis dit putain, bande de bâtards, c'est sûr que s'il y avait eu un peu de temps et de thunes, on aurait pu faire un truc un peu mieux. Donc voilà, moi ça m'est arrivé une fois effectivement et donc contractuellement et tout c'était assez simple. Je crois que j'ai peut-être même pas été payé donc tu vois. Mais sinon non, généralement ça va. Moi je m'en suis sorti de ce point de vue-là. Alors moi non, ça m'est jamais arrivé, mais en fait tout simplement parce que quand on écrit un projet pour un label qui a les moyens de payer un clip, de financer un clip, ou quand on écrit un projet pour une prod qui va aller chercher du financement CNC, etc., le projet est très, très écrit, en fait. Donc, à partir du moment où il est très écrit et qu'on respecte évidemment ce qu'on a écrit, il n'y a pas de surprise à la fin. Alors, il y a des choses, des fois, qu'on peut un peu rater parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, etc., mais on trouve d'autres moyens. Mais il n'y a jamais eu de surprise de la part d'un label ou d'un artiste de dire « Ah, mais le clip, en fait, je ne pensais pas que ça allait être ça. » Donc là-dessus... non. Après, la seule anecdote que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, c'est arrivé une fois qu'un projet soit interrompu pendant le tournage parce que le label et l'artiste s'étaient embrouillés entre eux et ils ont rompu leur collaboration pendant le tournage du clip. Donc, c'était un peu... Voilà, c'était indépendant de la volonté de la prod et du réal, mais effectivement, le projet a été avorté. Donc, par contre, tout le monde a été payé. Donc, ils ont payé un clip qui n'est jamais sorti. Moi, j'ai la version de l'autre côté, c'est que moi, un jour, j'ai reçu un clip où je me suis dit « Waouh !»
qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ça arrive, je pense, pas mal dans les projets où les artistes, du coup, sont amateurs à l'image. Donc, quand un musicien ou une musicienne se retrouve devant la caméra et qui n'est pas forcément à l'aise, du coup, le temps de tournage est plus long. Donc, on perd du temps de travail. Donc, il y a des rushs qui sont supprimés. Du coup, moi, je m'étais retrouvée avec un clip avec la moitié du scénario qui était à l'image. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça va être terrible. Et du coup, pareil, tu vois des artistes que tu adores et que tu suis. Mais à ce moment-là, tu ne reconnais pas tes artistes. Ils sont hyper gênants. Et tu dis, bon, il faut aussi pouvoir utiliser ça et mettre après en avant le projet musical. Et à ce moment-là, c'est du long travail avec du coup la personne qui a la réalisation pour essayer de redécouper avec la personne, de trouver un petit peu, faire un peu de la magie, être des subterfuges pour remonter, redécouper, en essayant aussi de ne pas faire perdre trop de temps au réal, parce que tu les payes déjà pas super bien, donc ensuite tu leur dis « Salut, ça va pas, est-ce qu'on peut encore travailler ensemble gratuit, wouhou ?» Et du coup, c'est un peu... c'est à ce moment-là, je trouve qu'il y a une collab en plus, à essayer de... quand ça se passe pas bien de ton côté, il faut que tu arrives avec des solutions et des propositions plus, quoi. Si je peux rebondir, parce que je suis co-organisatrice du VKRS, mais ils m'ont demandé de superviser Speed Clipping parce que je fais de la prod aussi à côté. Et moi, par contre, j'ai eu une expérience en prod où le groupe n'était pas content du résultat, et en plus, ils s'étaient séparés d'un membre du groupe, donc ils sont venus un mois après en disant il faudrait supprimer du clip la personne. Et en fait, c'est des choses où on apprend, et je crois que, moi au départ, j'ai commencé vraiment par faire de la prod de tout petits clips sans budget, où on mettait pas de limites, etc. Et puis petit à petit, avec des expériences comme ça, c'est là où on commence à mettre des limites et où on arrive à un truc où c'est super écrit, où on a tout validé à l'avance, où on a fait payer 50% du budget en amont, etc. On a discuté des allers-retours, du nombre d'allers-retours. Et je pense qu'au final, c'est vraiment plus une discussion, nous, qu'on a eue avec le groupe en disant pour nous, c'est pas possible de supprimer. Après, on a fait preuve de bonne volonté. Donc, les plans où il était sur le côté, on les a recadrés, et des trucs comme ça. Mais je pense que se planter, au final, c'est pas tellement négatif, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les gens avec qui on a envie de travailler, le genre de projet qu'on a envie de faire. Et puis, c'est souvent une discussion qui finit parfois par une rupture de confiance entre les deux. Mais voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Gaël, toi, tu as eu l'occasion d'accompagner des artistes aussi sur la production de clips en tant que tel, au-delà de la fête du clip de Montréal, ou pas forcément? Pour le coup, non, parce qu'on est vraiment sur la fête du clip. C'est vraiment de la diffusion de clips pendant la fête du clip. On reparlera un peu de la diffusion des clips un peu plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. La conception, l'écriture du clip, comment est-ce que vous abordez la chose? Moi, dans ma tête, je classe grosso modo en trois grandes familles, c'est-à-dire le clip illustrant des ambiances, donc où il n'y a pas les artistes dessus. Ensuite, le clip où on filme la performance de l'artiste de façon plus ou moins sophistiquée. Et puis la troisième partie, le clip un peu plus scénarisé. Et est-ce que vous utilisez qu'est-ce qui fait la différence d'écriture par rapport, par exemple, à un court-métrage, je parle plutôt de la troisième partie du clip un peu scénarisé. Est-ce que vous utilisez un peu les mêmes ficelles que, je sais pas, le schéma actantiel, des choses comme ça, l'opposant, la quête, tout ce qu'on veut. Et même dans le clip de performance, de filmer une performance, est-ce qu'il y a des règles de courbe de rythme, de choses comme ça? Tu veux commencer, c'est toi? Alors le dernier cas, déjà dans la performance, je crois que c'est juste du ressenti. Pour moi, c'est vraiment juste, donc si on parle d'artistes qui jouent leur musique dans un cadre effectivement plus ou moins sophistiqué, comme tu le disais, ça va vraiment juste être du feeling et des intentions de montage, donc réussir à suivre la musique et donc faire tenir les plans quand il faut les faire tenir, et puis derrière envoyer un peu plus quand ça bouge, voilà. Et puis ensuite, je crois que c'est une nouvelle fois
discussion avec l'artiste? Est-ce qu'on scénarise? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu as envie d'être l'acteur déjà? Ou est-ce que ça te plairait qu'il y ait une histoire autour de ça? Qu'est-ce que tu avais en tête? Et que dire de plus? J'ai assez mal répondu à la question. J'aurais dû te laisser partir en premier, en fait. Je le referai plus. Pardon? Ouais, c'est ça, ouais, grave. J'essaie de parler le moins possible. Non, mais ensuite, voilà, ça, c'est vraiment... chaque clip est différent, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, on va partir dans des directions en fonction de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et j'ai pas trop, en fait, la réponse à cette question. Peut-être toi? Après, c'est très personnel, ça dépend des réals. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est un peu ce que je disais au tout début. C'est-à-dire que moi, sur un projet de clip, j'essaie de voir si je peux amener mon univers dans le projet. Alors, l'univers esthétique, déjà, mais aussi l'univers, je dirais, en termes d'intention narrative, en termes d'émotion, notamment. Donc, parfois, c'est vrai que sur certains projets, je vais avoir plutôt une intuition... très fictionnelle, on va dire, très narrative, très structurée, comme pourrait l'être un court-métrage parfois, avec vraiment un séquencier, etc. Et une progression narrative qui peut être un peu linéaire, même si dans les clips, moi j'aime bien un peu décomposer la narration. Et puis parfois, sur d'autres projets, c'est plutôt l'émotion, que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt la partie émotionnelle, le ressenti plus que l'histoire. Donc, on essaie plutôt d'écrire dans ce cas-là quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti, de l'esthétique et de la progression émotionnelle. À défaut d'être narratif, ce sera plus émotionnel. Mais c'est vrai que ça dépend un peu des morceaux, des artistes. Et puis moi, en tout cas, quand je reçois un projet comme ça, j'écoute beaucoup le morceau et puis j'essaie d'abord de partir d'une intuition pour voir comment ça me parle à titre personnel. Et après, j'écris en fonction de ce qui me vient et de ce que j'ai envie de défendre, quoi. Je me suis souvenu de ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le clip, le grand avantage du clip, justement, par rapport au court-métrage, c'est que parfois, tu n'es pas obligé de raconter vraiment une histoire. Donc, bien sûr que toi, tu as une histoire. Donc, dans le cas où il y a de la narration, je trouve que tu peux plus facilement en fait, partir un peu n'importe où et te concentrer quand même un peu sur l'esthétique. Et donc, du coup, c'est assez chouette. Et... dans mon cas, par exemple, j'ai fait un clip de 20 minutes pour un titre de mon groupe. Effectivement, là, la narration, elle avait quand même son importance. Donc, on a essayé de respecter un peu ce schéma que tu peux dire qu'on a tous lu dans l'anatomie du scénario, tout ça, effectivement, avec des rebondissements, tout ça. Mais parfois, dans un clip de 3:30, tu peux très bien avoir juste une idée de l'histoire. Et puis, en fait, après, y coller des images et être beaucoup plus dans le ressenti. Et je trouve que c'est vraiment le principal avantage du clip aussi. C'est ce que je disais, c'est quand même un peu... un bac à sable où en fait tu peux te permettre d'aller tester des trucs et puis même si on comprend pas vraiment ce qui se passe, ça reste un 3:30 avec des images et pourvu que tes plans soient beaux, ça passe quoi. Je sais pas si je suis très convaincant en disant ça. Voilà, merci. Oui, question ici. Oui, justement on parle de narration et j'aurais bien aimé que vous parliez du fait qu'il y a quand même une sacrée contrainte dans le clip, c'est qu'on est dépourvu de tout dialogue, à part si dans certains cas on en reste avant, après ou... Mais comment vous abordez cette première contrainte de base de la création quand vous voulez faire de la narration? Moi, je rêve de faire du court-métrage, par exemple, et dès que j'écris des lignes de dialogue, c'est de la merde et ça ressemble à du film français, genre « T'as vu papa dernièrement ?» Non, j'ai un cancer. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que je suis très content, personnellement, qu'il n'y ait pas de dialogue dans le clip et je m'en sers, c'est mieux pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais je te laisse répondre. Non, mais c'est vrai que... moi, je dirais que cette question-là, je l'aborde dans le sens où le cinéma, c'est déjà un langage en tant que tel. Donc le dialogue, même parfois dans le film, court-métrage ou long-métrage, il n'est pas toujours nécessaire et indispensable. Parce que l'image raconte déjà des choses, le montage raconte des choses. Et comment ? Des astuces. Bah ça existe dans tous les films et aussi dans les clips. C'est-à-dire que quand je parle de langage cinématographique, parfois un beau gros plan sur un personnage qui exprime une émotion, ça suffit à faire comprendre qu'il a peur ou au contraire qu'il est satisfait. Enfin, peu importe, ça dépend après de ce qu'on veut raconter. Mais je trouve qu'au contraire, c'est un bon exercice parce que quand on fait du clip et qu'on peut potentiellement faire du court ou du long,
Ça permet aussi de faire un peu plus confiance à l'image et au langage de l'image, plutôt qu'absolument avoir besoin de faire parler des personnages qui, en fait, n'auraient pas forcément besoin de parler, quoi. Et donc, tout à fait. Ouais. C'est des premières, enfin pas une règle, mais dans le cinéma, show, don't tell, donc genre montre et ne dis pas les choses. Donc justement, ça t'enseigne le fait de ne pas faire parler tes personnages pour rien. Et puis, je dirais que quand on a vraiment besoin de faire parler des personnages, parce que ça peut être un parti pris fort dans un clip, il arrive parfois dans les clips qu'il y ait des... Et ça se fait de plus en plus d'ailleurs, où la musique est interrompue et puis on a des scènes de dialogue et puis le morceau reprend, etc. Donc ça peut être des fois super intéressant. On prend une dernière question, après on enchaîne sur la suite. C'est par rapport à la durée du clip qui est souvent soumise à la durée de la chanson. Il y a des fois, j'arrive à un clip qu'on s'en soit franchi, je pense à Thriller par Michael Jackson qui dure 10 minutes au moins, ou 13 minutes même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se dire, bah, tiens, j'ai 3 minutes de chanson, je vais faire un clip de 8 minutes avec une partie un peu fictionnelle, et comment vous justifierez ça et comment vous mettrez ça en œuvre? Moi, à titre perso, ça m'est jamais arrivé en tout cas, de rajouter autant de temps. Par contre, parfois, il peut y avoir une intro, une outro qui va être à peine un peu plus longue, mais j'essaie quand même de respecter au maximum le format du titre original. À part si évidemment il y a une demande de l'artiste en face, donc dans ce cas, on va essayer d'écrire quelque chose, mais faut pas oublier qu'on en parlera tout à l'heure avec la diffusion des clips. Ça reste quand même un outil aussi promotionnel, donc s'il y a vraiment un parti pris comme ça qui est pris, il faut vraiment l'assumer à fond derrière. Donc je crois que généralement les artistes aiment bien quand même avoir, quand tu cliques sur ton lien, tu as le clip qui démarre et voilà. Mais du coup non, ça m'est jamais arrivé à titre perso de faire autant de réal à côté. Moi non plus, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je trouve que ça peut être effectivement, si c'est justifié et que ça apporte une plus-value, oui. Il y a pas mal de clips qui se font même aujourd'hui. Hein. Je crois que je sais plus c'est Adèle ou une autre artiste qui avait fait un clip un peu sous forme de court-métrage comme ça. Ça rejoint un peu la question finalement qu'on a évoquée juste avant. Mais oui, parfois il y a des partis pris qui peuvent être hyper pertinents de rallonger un peu comme ça le temps, ou de faire une version longue et une version courte, parfois. Bon, pourquoi pas, ouais. Si on veut parler un peu de la diffusion, vers qui se tourner pour la diffusion d'un clip? Bon, évidemment, il y a YouTube, mais il y a aussi d'autres leviers pour une bonne diffusion. On peut parler notamment de la Ninka TV, par exemple, à Lyon, où votre clip peut être diffusé dans tous les Ninkasi. Je ne sais pas à qui poser la question exactement, mais voilà, est-ce qu'on a des leviers pour diffuser son clip autre que YouTube? On a bien sûr les festivals comme le festival du clip. Peut-être que Gaëlle, tu peux nous en parler un peu justement sur son fonctionnement, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Du coup, la fête du clip de Montréal, donc, c'est une compétition du festival Cours d'un soir. La prochaine édition, là, cette année, ce sera en avril. Donc nous, en fait, la fête du clip, on est nationaux. Donc notre compétition, c'est des clips musicaux canadiens indépendants. Donc là, ce sera la 7e édition de la fête du clip cette année. Les clips, on les reçoit par appel à projet sur notre page Film Freeway. Donc tous les ans, donc c'est une vingtaine de clips musicaux qui sont projetés. Et la fête du clip, nous, on est vraiment sur une soirée festive pendant le festival Cours d'un soir où les artistes sont invités, les cinéastes sont invités, ils montent sur scène, ils répondent à des questions du public, ils vont plus en profondeur sur tous les processus créatifs, en fait, vraiment les expliquer, répondre aux questions du public. Et voilà, je pense que c'est pas mal ça. On est le premier événement de ce genre-là à Montréal à faire de la diffusion de clips sur grand écran. On peut peut-être expliquer ce que c'est que la plateforme Film Freeway, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse ici. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots justement? C'est une plateforme en ligne utilisée par les festivals pour recevoir les projets. Donc, nous, le Festival Cours d'un soir, on propose du court-métrage, de la série et du clip. Donc, on passe par cette plateforme pour recevoir tous nos projets et c'est utilisé par un grand nombre de festivals à l'international. Oui, c'est qu'un artiste ou une artiste peut déposer son clip dans 5-10 festivals en même temps, en fait. Alors, des fois, il y a un coût pour déposer son clip. Donc, vous avez quand même un panier, en fait, où vous sélectionnez tout ça. Et du coup, vous pouvez postuler à plusieurs festivals en même temps, ce qui est assez pratique, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, par rapport à la fête du clip de Lyon, est-ce que c'est apparu en même temps? Alors oui, en fait, la fête du clip de Montréal, en fait, au début, c'était un partenariat entre la fête du clip et
et le festival Cours d'un soir. Donc la première édition, elle a eu lieu en plein air à Montréal. Ça a été vraiment un succès, donc ça c'était en 2018. Et donc dès l'année d'après, en 2019, la fête du clip, c'est devenu une compétition à part entière du festival Cours d'un soir. Alors justement, les festivals de clips, ou en tout cas comme VKRS ou la fête du clip, c'est un peu des dispositifs qui sont un bon moyen de diffusion. Il y a aussi des fois pas mal de professionnels dans la salle. Quels seraient vos conseils pour les porteurs et porteuses de projets, justement pour accéder aux clips nommés évidemment, avoir un bon clip, ça va de soi, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils éventuellement? Je n'ai pas compris la question, je suis désolée. Est-ce que, par exemple, je suis un artiste qui veut postuler à ton festival, au-delà du fait que je dois réaliser un bon clip, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder justement aux clips qui sont nommés, en tout cas aux clips qui atteignent la sélection, comme ce soir, par exemple, les clips qui sont diffusés ce soir. Je ne sais pas si Alex, qui est dans le coin aussi, peut nous en parler un peu plus tard aussi, mais peut-être rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de candidatures pour ces 350 clips déposés pour la fête du clip à Lyon, pour 45 clips visionnés. Donc voilà, il y a tout cet enjeu aussi de finalement réussir à accéder à cette finale entre guillemets. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Après ça, c'est du coup suivant en tout cas pour nous, il y a des personnes il y a un comité de programmation qui prévisionne les clips. Donc l'idée c'est que faut que le clip soit une réelle œuvre cinématographique en fait à part entière. Nous c'est ça qu'on défend. Après je sais pas si toi Jeanne, comment est-ce que tu dirais ça pour VKRS? Nous déjà au VKRS c'est vraiment un festival dédié à l'art du clip. Donc il s'intègre pas dans d'autres catégories. C'est vraiment juste le clip et donc on a 2 jours que de clips. Et donc on a la compétition qui jusqu'à présent a été nationale mais qui va sans doute s'ouvrir à l'international pour la 6e édition qui aura lieu en juin. Mais aussi donc on a la compétition mais on projette aussi des clips. On a créé ce qu'on a appelé le Video Clip Award qui est un peu l'équivalent de l'Oscar du clip. Donc on reprend des clips qui ont été primés dans tous les festivals de clips et on les diffuse et puis le jury décide quel est le meilleur clip du monde en fait. Et donc ça permet de montrer aussi des clips très différents. On a aussi une projection des clips qui ont été subventionnés par l'équivalent du CNC en Belgique pour permettre en fait aux artistes et aux réalisateurs de venir voir les projets qui ont reçu la subvention. Et en parallèle, on fait du coup par moment des conférences des réalisateurs qui expliquent en fait le processus. Voilà. Et après, dans les clips qu'on montre, nous, on est un peu décalé au VKRS, donc on aime bien vraiment les clips qui vont nous surprendre et nous étonner. Donc c'est très rare au VKRS qu'on ait un clip qui est entre guillemets juste esthétiquement beau ou qui est on aime bien souvent notre sélection c'est on a été étonnés et donc on reçoit à peu près 450 clips de budgets très variés. Donc là cette année on a demandé en fait les budgets des clips, pas parce que ça a un impact sur notre sélection mais juste pour voir si, au final, dans notre sélection, on n'avait pris que des clips qui avaient 30 000 € de budget, ce qui n'est pas le cas du tout. On est entre 0 et 60 000, et la plupart des clips se situent même plus aux alentours de 2 000, 2 500 €, donc ce n'est pas lié au budget. Et après, on a un comité de sélection de 12 personnes, et c'est toujours par équipe de 2 qui regardent le clip, ils donnent une note au clip, et les clips qui nous intéressent le plus, c'est les clips qui ont la note de 0, et puis que l'autre personne a donné la note de 5, qui est la note maximum. Parce qu'alors on se dit, ça c'est un clip qui provoque une émotion, soit très négative, soit très positive. Donc voilà, nous c'est vraiment le concept, la surprise et parfois aussi l'engagement. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien au VKRS, c'est d'avoir des clips qui sont un peu engagés, qui parlent de politique, qui prennent position aussi là-dedans. Et d'ailleurs, sur cette question-là, j'ai aussi posé la question sur la première conférence dans les conditions d'attribution des aides. Est-ce que vous avez des conditions un petit peu paritaires sur ces clips? Est-ce que vous avez un jury paritaire, par exemple? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, nous, au VKRS, l'organisation, c'est 3 femmes, 1 homme. Donc, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Dans le jury de présélection, il y a plus de femmes que d'hommes.
Mais c'est pas tellement une prise de position. C'est en fait, voilà, les personnes qu'on rencontre, les gens avec qui on a envie de travailler, ça change aussi d'année en année. C'est une chose à laquelle on est assez attentive. Et d'ailleurs, dans la grille, donc le tableau Excel qu'on fait avec toutes les demandes, on surligne les femmes réalisatrices et on surligne les clips qui ont une représentation LGBT ou de diversité. Non pas que ça veut dire qu'on les prend d'office, mais c'est d'abord une question de statistique. Ça nous intéresse de voir un peu le pourcentage des clips réalisés par les femmes qui est super faible dans ce qu'on reçoit. Mais voilà, par contre, on parlait de ballottement tout à l'heure. Chez nous, ça a un impact. C'est-à-dire que s'il y a 2 clips qui, pour nous, ont exactement les mêmes points à la fin et qu'on doit en choisir un parce que si c'est un clip réalisé par une femme ou qui a un engagement politique, que ce soit de la représentation des minorités ou quoi, il aura plus de chances... voilà, après c'est à qualité égale et à ressenti égal. C'est quelque chose auquel on attribue quand même de l'importance d'avoir une projection où on essaye d'avoir une certaine parité de représentation. Ouais. Gaëlle, ça se passe comment pour la fête du clip? Alors, nous, on est une équipe de femmes aussi au Festival Cours d'un soir, donc c'est vrai que c'est des enjeux auxquels on est aussi très impacté directement. Donc, au niveau de la sélection finale, c'est vrai que la parité, on essaye au maximum de l'avoir, mais au niveau des clips, c'est vrai que c'est plus difficile de voir des femmes réalisatrices de clips. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, on va être quand même sensible à ça. Et après, au niveau du jury, l'année dernière, notre jury était essentiellement féminin. On est paritaire au niveau de tous nos jurys et de toute notre programmation. C'est vraiment quelque chose qu'on met un point d'honneur à respecter, quoi. Ok. Inès, tu travailles du coup au Craspec Music, qui est une salle de concert à Lyon. Est-ce que dans le cadre d'une recherche de concert pour les artistes ou les bookers, est-ce qu'un bon clip est indispensable pour toi? Est-ce que peut-être tu vas préférer avoir une session live? Comment ça se passe? Je dirais qu'il y a plusieurs choses différentes. Déjà, donc nous, Craspec Music, on est quand même une salle d'artistes qui fait la promotion d'artistes émergents. Du coup, le clip, il faut pouvoir le payer, déjà. Donc, il faut... après, la qualité du clip est tout autre parce que il y a moins de moyens. Il y a les artistes qui viennent chez nous ont plus tendance... sont un peu sur leur première scène, ont peut-être pas encore sorti un album d'EP, donc le financement se positionne peut-être plus là. Donc, les clips sont souvent des autoproductions. Ce qui nous intéresse, nous, quand Franck fait la programmation de la salle, c'est la session live, pas mal pour un peu voir quelle énergie va transmettre le groupe en live, parce que c'est ce qu'on fait à la base, quoi, pour voir un petit peu l'ambiance de la soirée, quoi, et voir un peu l'énergie du groupe. Comment il se positionne, quelle est la différence entre ce qu'on va écouter aussi sur un morceau enregistré et la version live, qui est souvent différente. Et je dirais qu'ensuite, le clip arrive en surplus, pousse un peu les murs de l'audio, je trouve. Ouais. C'est que ça sublime un petit peu la musique. Et quand les artistes réalisent un clip avec réalisateur ou en autoproduction, ça met à l'image un petit peu l'énergie, l'histoire que les artistes racontent en musique va un petit peu plus loin à ce moment-là. Ou alors, les artistes font souvent des collaborations avec d'autres réals, où du coup, là, c'est un peu une association qu'il y a entre deux univers qui s'entrecroisent ou qui s'entrechoquent, un peu les deux, et qui peuvent amener comment dire, j'ai trouvé mes mots, où je dirais que les réals à ce moment-là traduisent un petit peu avec leur ressenti la vision, c'est ça. Okay. En gros. Et tu as fait un peu de relations presse aussi dans ta longue carrière. En quoi le clip est important aussi justement dans la promotion des artistes? Pour le coup, c'est peut-être un peu plus important pour la promo d'un album ou quoi, j'imagine. Pour la promotion d'un album, c'est un outil.
C'est en attendant la sortie de l'album, c'est comment annoncer encore et toujours qu'à un moment donné, il y aura une sortie cruciale qui sera l'album. Donc ça passe par des singles. Donc les singles sont souvent mis à l'image. Enfin, je pense que tu pourrais aussi en parler pas mal de ton côté artiste, quoi. Et du coup, je pense aussi que le clip, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est pour justement amener l'univers global de l'artiste. C'est pouvoir parler plus en profondeur du projet et d'amener aussi une image, qui est une image réelle aussi, mais fictive du projet artistique, et le globaliser, quoi. Julien, justement, tu veux dire un mot là-dessus sur la promotion de l'album ou d'un titre, quoi. Effectivement, ça fait partie d'une stratégie globale de promotion d'un album, et c'est des choix qui vont avoir un vrai impact, je pense, sur la sortie du disque et sur ce qu'on raconte comme histoire en tant que groupe. Et à titre perso, avec la Strain, effectivement, je me souviens, par exemple, quand on est revenu avec le deuxième album, on avait fait une belle petite pause quand même d'un an, 1 an et demi, donc il fallait choisir le titre avec lequel on allait revenir, et c'était des choix quand même très, très importants, on s'en est vite rendu compte, et on a choisi de prendre un titre qui était complètement à l'opposé de ce qu'on faisait jusqu'à présent, et pour essayer de montrer qu'il y avait eu un changement, et puis surtout d'attirer l'attention en fait sur le projet, et de raconter quelque chose de nouveau dans notre carrière. Et je crois que c'est ça qui est assez important, on se rend compte que le clip a vraiment un impact important sur ça raconte une histoire, quoi. Ça raconte l'histoire du groupe à un instant T, et je crois qu'il faut bien réfléchir quand même à ce qu'on met en avant, et surtout ce que je voulais dire, mince. Je suis fatigué, pardon. Je donne la parole à Andreas, après merci. comme ça tu réfléchis un peu. Réfléchis en attendant. Toi, Andreas, de ton côté, justement pour les artistes que tu accompagnes, un clip c'est important, à quel point, quoi? Oui, alors nous c'est un chaînon assez particulier, on communique en interne pour obtenir de la promotion, on travaille beaucoup dans une logique internationale, donc à travers les trailers qu'on obtient en amont, on les communique de manière complètement exclusive auprès de différents producteurs qui peuvent ensuite s'ajouter dans les crédits qu'on voit à la fin d'un film. Des fois, on voit producteur dédié, et puis ensuite on ne comprend pas forcément pourquoi il y a écrit autant de producteurs, mais c'est parce que d'autres producteurs viennent s'ajouter dans le financement grâce à la diffusion exclusive en interne du trailer. Et donc ça vient ajouter le fait d'agir comme ça va ajouter de la promotion sur d'autres territoires, ce qui va déclencher de nouveaux financements. Et ça, par exemple, on l'a fait avec un groupe qui s'appelle, un duo de compositeurs qui s'appelle EMOC, pour lequel on a ajouté un producteur sud-coréen, parce qu'on lui avait communiqué le trailer pendant qu'on était en finalisation de post-prod. Et de là, on a pu avoir une nouvelle intention de promotion en Asie, en partance de Corée du Sud. Donc on le fait, cette promotion, on l'a fait d'abord en interne. C'est vraiment quelque chose qui est super important, parce qu'on sait que, vu qu'on vise une portée internationale, on a intérêt à débloquer le plus de financement possible. Et s'il y a plus de financement, on peut élargir l'intention de promotion. J'avais donné à Alex un petit exemple, justement pour vous montrer le type de trailer qu'on communique en interne. I just kept on doing it. Why? I don't know. I thought we were closer than most fathers and sons. Dad, This isn't us. This is not who we are. Please, both of you, stop. There are moments that I look at him and I wonder who he is. How's our boy, David? I'm not giving up now. Never. It's you. You always gotta be controlling everything. It doesn't make any sense. You're controlling me right now! It's you. Let us help you. I don't want your help. Don't you understand that? I had such grand plans. He'd graduate from college, do something amazing. And now I just want him to not die. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. If you could take all the words in the language, it still wouldn't describe how much I love you. I love you more than everything.
I'm really sorry, Dad. It's hard as hell to get sober. But I love my family. I want them to be proud of me. I understand how scared you are. It'll pass, though. It always does. Nick, what you have is extraordinary. And you're gonna get it back. You're gonna find it again. Donc du coup, c'est le type de trailer. Enfin, les trailers, on les obtient en amont et on les communique à des producteurs qu'on sait qu'ils pourront être intéressés parce qu'on a un casting derrière, parce qu'on a une plus-value artistique musicale derrière. Et c'est vraiment la première démarche promotionnelle qu'on veut obtenir. Concrètement, sur ce trailer-là, qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu as fait, pour qui tu as travaillé, etc. Alors c'est Amazon accompagné de producteurs de Warner Bros à Los Angeles qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient la connaissance de notre catalogue. Et à travers ce trailer, la première musique est une musique de Sigur Rós en synchronisation. La deuxième, qui ouvre à l'émotion, elle par contre vient de leur connaissance d'un artiste-compositeur que je représente à l'international. Et ils voulaient avoir cette essence, ils sont au courant de ce qu'ils veulent à la base. Donc on a incorporé cette œuvre en synchronisation à cette occasion et on le fait beaucoup en plus du scoring. Ouais, ok. Alors je voulais aussi un petit peu parler des autres canaux de diffusion, parce qu'effectivement on parle pas mal de YouTube, des festivals de clips, de synchro également. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les réseaux, je pense à TikTok, à Insta. Comment est-ce qu'on adapte des clips justement à ces médias-là? Je ne sais pas qui peut me répondre à ce sujet. Mais... Moi, je suis déjà trop un boomer là-dessus. Donc, vas-y. Je sais que, enfin, non, mais c'est une blague, mais c'est vrai que nous, quand on a commencé avec le groupe, c'était vraiment YouTube, et le seul moyen de voir et d'écouter notre musique, c'était sur YouTube. On n'était même pas encore sur les plateformes de streaming, et c'est vrai que c'était 2014, et il y avait pour nous l'outil promotionnel du clip prenait le dessus, et surtout on avait envie de centraliser les vues justement parce qu'on parlait, enfin voilà, en termes de diffusion et de ce que tu racontes, c'était important d'avoir le maximum de vues et que ça s'éparpille pas dans tous les sens. Donc on a complètement laissé tomber tous les autres réseaux sociaux à cette époque-là. Et puis après, plus récemment, évidemment que c'est un peu, c'est vraiment un sujet sur lequel c'est assez difficile, parce que évidemment le format des Reels, tout ça, c'est du 9/16e. Nous on écrivait beaucoup de clips en 16/9e ou en 4/3. Et donc, du coup, on se retrouve à essayer de trouver des moyens généralement de faire de la promo du clip, mais qui redirige quand même toujours vers un autre canal de diffusion qui va généralement être YouTube. Et sinon, ce qui peut être intéressant, je trouve, c'est de sortir des rushs des clips et d'en faire juste effectivement un reel à part entière, une œuvre artistique à part entière, en acceptant le format du 9/16e. Mais je trouve que d'essayer de... Enfin voilà, ouais, je suis un peu un boomer là-dessus, je suis un peu vieux jeu, mais j'aime bien quand même, quand tu vois un clip, tu vois le clip, tu vois. Donc effectivement, les autres canaux de diffusion, c'est plus pour moi des outils promotionnels où on va faire toujours rediriger. Et donc dans ce cas, il faut essayer de trouver des façons de le faire, des façons intelligentes, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Après, c'est vrai que souvent les labels, ils ont déjà un peu dans leur stratégie de toute cette question-là des réseaux sociaux, du digital, etc. Donc souvent, quand il y a un clip qui est produit et réalisé, ils demandent justement à ce qu'il y ait des variantes pour effectivement pour les réseaux sociaux, etc. Des versions plus courtes. Bon, ça c'est normal, ça fait partie de la promotion de l'artiste et parfois même du clip qui est annoncé. Après, il arrive parfois qu'il y ait des labels qui restent ouverts à d'autres types de promotion et de diffusion. L'exemple que moi je peux donner, que j'avais trouvé hyper pertinent de la part du label en question, c'était quand j'ai fait le clip justement pour Pomme, là, ils avaient un deal avec MK2
et avec une possibilité de sortir le clip en salle pendant 1 mois en première partie d'un long métrage. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que tout d'un coup ça donne une dimension très cinématographique. Tout le réseau MK2 du voilà, coup. alors c'était Paris, mais c'était MK2 Paris. Et effectivement, pendant 1 mois, le clip était diffusé à toutes les séances en première partie. Et il y a même eu une fois où l'artiste est venu faire un petit concert de 20 minutes en plus. Donc voilà, tout ça, ça fait partie un peu des choses, je trouve, assez sympa quand on dépasse un peu le simple cadre de YouTube, même si ça reste quand même le canal, on va dire, aujourd'hui un peu principal. Voilà, parfois, il peut y avoir pour certains artistes de la diff télé, mais ça dépend un peu des artistes et des projets. C'est de plus en plus rare. C'est vrai que j'en ai à peine parlé dans la préparation parce que même la diff en ciné, malheureusement, c'est vrai que tous les artistes ne peuvent pas accéder à ça. Bien au contraire, quoi. Inès ou Gaël ou Jeanne, vous avez des choses à ajouter à ce sujet? Ceci dit, tu dis tous les artistes ne peuvent pas accéder à ça, c'est parce qu'on prend l'exemple de Pomme qui est quand même reconnu, mais en Belgique, il y a un groupe émergent qui s'appelle Colt. Et eux, ils ont, pour la sortie de leur EP et de leur album, ils ont eux-mêmes, avec leur manager, ils ont contacté, par exemple, ils ont fait une collaboration avec Visit Brussels, qui est du coup un peu le centre touristique de Bruxelles, et ils ont organisé toutes leurs sorties à travers des lieux emblématiques de Bruxelles. Donc ils ont fait un concert avec projection de leurs clips dans l'Atomium, ils ont sorti leurs clips au cinéma aussi, et ça c'est des partenariats qu'ils ont fait alors qu'ils n'ont pas énormément de budget. Donc c'est vrai que forcément c'est plus facile quand on est Pomme, Angèle et tout ça, parce qu'il y a un public qui est déjà là. Mais je pense que c'est des pistes à explorer, même pour des artistes émergents qui n'ont pas spécialement beaucoup de budget dans des cinémas d'art et d'essai et tout ça. Ouais, je trouve ça trop intéressant ce que tu dis. Effectivement, trouver des idées transversales, et de même ce que tu disais avec la rencontre au cinéma. Nous, on a fait pareil avec l'Astrain. Il est justement sorti au cinéma, mais lors de 3 soirées, juste pour le clip du coup qui durait 20 minutes et un documentaire que j'avais fait. Et c'était un moment de rencontre avec le public. Et je trouve que c'est trop chouette justement parce que tu parlais de TikTok et Instagram, évidemment, c'est super important, mais d'aller à la rencontre des gens et, comme tu le disais, de créer des moments de rencontre. Et ce clip qui généralement est toujours un truc que tu regardes tout seul chez toi sur ton ordi ou sur ta télé, à un moment donné, en fait, ça devient un vrai moment de partage. Ouais, créer un événement autour, finalement. Il y a plein de choses à imaginer, quoi. Et évidemment, il y a des belles salles comme le Comédia, tout ça, mais il y a des salles plus petites aussi à Lyon qui peuvent être envisageables pour des petits artistes, quoi. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus sur les réseaux, etc. C'est la question. Parce que, en vrai, quand on regarde par exemple YouTube, on parlait tout à l'heure, avant on sortait un clip sur YouTube, on disait bon, on espère que ça va fonctionner, que les gens vont le voir. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça, parce que le mode de consommation, c'est vraiment des mini-vidéos, comme on voit dans les shorts, les reels, TikTok. Et du coup, par exemple, il y a des exemples de clips où les gens vont les segmenter en vertical et ils vont les poster sur TikTok. Et en fait, ils vont faire 6 fois plus de vues que sur YouTube. Du coup, je me pose cette question-là sur en fait aussi le futur même de la notion de clip. Est-ce que ça ne va pas devenir aussi des mini-clips et que la diffusion de ça, en fait, ça a aujourd'hui bien plus d'impact. Et en plus, pour la plupart des artistes, c'est gratuit, entre guillemets, de le faire, parce que le font avec leur iPhone. Ouais. Voilà. Après, c'est une ouverture, effectivement. Est-ce que c'est peut-être aussi une autre forme de clip tout court? Est-ce qu'on est prêt à se lancer là-dedans Moi, j'ai pour les artistes? une réponse de boumeuse, du coup, de mon côté, moi aussi. Je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Et sur de l'ultra-émergence, comme on peut avoir au Craspec, c'est un super outil. Mais du coup, je pense que la question est, en tout cas pour ma part, est-ce que le clip est un produit dans le but de faire de la vue, ou est-ce qu'on considère encore que le rapport à l'image est une création artistique aussi? Et dans ce cas, est-ce qu'elle a une limite et une durée dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se plie encore à projet artistique égale projet de consommation et de disparition, du coup, quelque chose de très éphémère? Ou est-ce qu'on essaie de faire une collaboration vraiment artistique et de penser le projet comme œuvre et non pas comme produit?
je pense que c'est ce qui dissocie, en tout cas de mon point de vue, c'est ce qui dissocie un petit peu les deux. Est-ce que c'est utile de faire un clip aujourd'hui pour faire de la vue et pour devenir une star internationale? Je sais pas. Je pense que c'est plus la chance et comme tu le dis, un ratio de quelques secondes avec une belle image faite avec un iPhone, dernier cri, ça fonctionne, c'est le cas. Mais est-ce que la musique et la musique à l'image aujourd'hui, c'est que ça, ou est-ce que c'est aussi des artistes qui s'expriment à l'image aussi? Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en tant qu'artiste, justement, j'avais un petit peu oublié ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça rejoignait un petit peu ça. On est effectivement, il y a évidemment un flot d'images énorme, il y a beaucoup de contenu partout, et je crois que c'est important d'essayer en tant qu'artiste, de comprendre qu'est-ce que tu vas apporter avec ton clip. Et on s'en est rendu compte, nous, avec la Strain, quand j'ai sorti le 5e clip live, même s'il y avait une belle scéno, il y avait une belle light et tout ça. Le clip, tout le monde s'en foutait un peu. En gros, tu cliques dessus, tu vois que les mecs sont en train de jouer. Bon, bah voilà, ok, t'as compris. Mais par contre, quelques semaines plus tard, on a sorti un clip qui s'appelle The Big Picture, où là, il y avait en gros 35 heures d'images que j'avais compilées dans un clip de 10 minutes, qui racontait toute notre histoire d'amitié avec les grandes scènes qu'on avait fait, mais qui nous voyaient quand on avait 10 ans à jouer dans notre local de répète tout moisi. Et là, ça racontait vraiment quelque chose. Donc, c'est vraiment une prise de parole aussi, le clip, en tant qu'artiste. Et c'est important de se souvenir de ça. Et quand tu fais un clip, de pas simplement, soit illustrer ta chanson très bêtement et sans vraiment intérêt, parce que là, c'est sûr que ça sert à rien de faire des clips. Mais par contre, si tu racontes vraiment une histoire, et là, dans ce cas-là, c'était important, je trouve, de raconter notre histoire d'amitié à travers ce clip. Et on s'est rendu compte que ça avait fonctionné, parce qu'il y avait quand même un discours derrière, il y avait une histoire, et ça a touché les gens. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en faisant quelque chose de très honnête comme ça, de très sensible, de très empathique, et ben en fait, ça a fait en sorte que le clip, il a un mini buzz, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Pour nous, c'était juste notre histoire, et voilà. Mais voilà. Merci. Ouais. Jeanne et Gaël, est-ce que vous, dans les festivals dans lesquels vous travaillez, vous vous intéressez à ces formats très très courts aussi, ou pas du tout? Nous, au niveau du clip, non, mais c'est vrai qu'au niveau de la série courte, parce qu'on fait de la série courte, il y en a qui se font aussi sur les TikTok, les Instagram et tout, mais au niveau du clip, nous, on va faire de la veille quand même au niveau de ce qui sort, mais on va quand même pas mal rester sur les canaux assez classiques. Nous, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. On peut, à partir du moment où c'est une image sur de la musique, nous on a alors en général, on n'a pas des formats super courts. Par contre, on a des formats longs. Par exemple, on a eu un court-métrage de 20 minutes où c'était de la composition et un clip sur de la composition. On a eu aussi un artiste qui a fait clipper tout son album sous forme de documentaire. Et donc on a passé alors là pas par souci d'équité, on a passé le premier épisode dans la compétition nationale, mais après on a fait une projection avec tous les épisodes. Donc on n'a pas, je pense, on serait tout à fait ouvert à recevoir une vidéo de 30 secondes, mais après pour moi c'est aussi deux choses différentes. Il y a un outil qui est un outil vraiment de communication sur les réseaux, et puis il y a un objet artistique qui représente la personnalité d'un artiste. Nous, quand on voit vraiment, quand on fait un festival dédié à l'art du clip, d'ailleurs on l'appelle festival dédié à l'art du clip, évidemment on est dans une démarche artistique vis-à-vis du clip, même si les artistes, eux, ont pu être dans une démarche de communication commerciale vis-à-vis de l'objet. Mais je pense, en ayant vu, ça fait 4 éditions, donc en ayant vu beaucoup de clips, il y a quand même quelque chose qui se démarque, et c'est la personnalité des artistes à travers leurs clips. Et du coup, je ne sais pas si un clip est encore utile toujours pour un artiste, mais par contre, il y a des clips qui représentent vraiment les artistes. Et moi, j'ai des clips comme ça où j'ai vu le clip et je me suis dit, ah, mais ça, c'est un artiste que j'ai envie d'aller écouter, qui m'intéresse, qui me parle, alors que, je sais pas, le clip avait 300 vues sur YouTube. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, je pense que ça peut être un objet artistique qui nourrit en tout cas la personnalité d'un artiste et qui peut évoquer des images auprès d'un public, quoi. Vas-y.
fait, c'est aussi important d'avoir leur clip, c'est super, et puis, je vois que c'est pas un gros budget, mais c'est génial. Et en fait, de voir aussi comment ils sont et quelle forme d'art ils vont faire sur ces réseaux-là. Parce qu'en fait, ils chantent aussi vraiment sur les réseaux, ils font vraiment des vidéos et pas que de 30 secondes, pas de 2, 3 minutes, etc. Ils ont vraiment quelque chose et je me dis, est-ce que c'est pas juste une forme de clip? Ouais, c'est aussi, mais c'est aussi une part de la création, de l'artistique, des choses comme ça. Il y a aussi des vidéos promotionnelles, random, super rapides, mais qui un peu Ouais, est-ce qu'il y a une réaction là-dessus? Ouais. Ouais, rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ce qui a pas changé, c'est pas une question de choix entre tiens, je vais tourner pour les réseaux sociaux, je vais tourner pour YouTube ou pour la télévision, mais plutôt une manière de penser le clip qu'on va tourner. Moi, la plupart des clips auxquels je participais ou même des pubs, c'est-à-dire, je peux penser au ratio par exemple, on tournait en 16/9 de 39, mais avec également un deuxième ratio qui était le 9/16 en disant on va tourner pour la télé, mais également en anticipant déjà pour le 9/16 la pub. Et après, de manière ensuite après proposer deux montages différents, un montage clip de 2 minutes et un montage clip de 30 secondes. Est-ce que c'est pas une manière en fait un tournage pour finalement plusieurs diffusions possibles en termes de support? Si, je pense que si, mais je pense que là, je pense que tu parles de contraintes, de cahier des charges et de différents ressortir différentes formes d'un même objet, et deux produits différents, un réseau social, Reels et compagnie, et mais je pense que ça se détache un petit peu du projet artistique. Ça, c'est plus de la com. C'est comment on met au maximum en valeur un clip ou un objet, une musique, etc. Comment on le valorise au summum. Et du coup, en allant vers des contraintes entre guillemets de communication. Donc, du coup, s'adapter au réseau et comprendre chaque réseau, donc notamment TikTok, où du coup, oui, le montage peut être différent, où du coup, on peut s'adapter à chaque fois, raconter une autre histoire différente en s'adaptant au public qui va consommer de l'autre côté. Mais ça, je trouve que c'est plus une question de stratégie que par exemple, de vidéos artistiques. Mais envie artistique qui passe 30 secondes, ça sera pas du tout le même rendu. Ça sera pas le même rendu. Après, c'est un autre prisme, c'est un autre regard, c'est une autre vision. Ça peut être intéressant. Après, je suis pas réelle, mais je pense que c'est peut-être vous qui pouvez plus répondre à ça. Mais je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir ces contraintes en plus et de comment raconter la même histoire avec un format autre. Je dirais que de toute façon, cette question, elle se pose pour toute l'industrie en fait, audiovisuelle et cinématographique, si vraiment on prend le recul. Parce que aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, toutes ces questions-là, elles sont posées sur tous les modes de production, y compris le cinéma, le long métrage, y compris la pub, évidemment, et y compris le clip, qui reste quand même aussi un outil promotionnel pour valoriser un morceau, un artiste, etc. Donc en fait, moi, je me dis que il y a la place un peu pour tout, finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des artistes qui vont communiquer sur les réseaux sociaux avec des modes qui s'apparentent un peu au clip, mais sur des formats peut-être plus courts, plus directs, etc., et qui marchent très bien. Le clip, après, c'est un genre à part entière qui continue d'avoir sa place parce que, au-delà du nombre de vues qu'on peut faire, quelque chose qui est raconté avec un regard, une écriture, une intention, une émotion, ça touchera toujours plus qu'un truc un peu gratuit qui peut être divertissant à un moment donné ou récréatif et puis qui finalement n'a pas plus d'impact ou plus de traces. Donc voilà, après, je pense que dans les années 80, quand Michael Jackson ou Madonna faisaient des clips, et ils ont été un peu les précurseurs de cet art, voilà, ils avaient aussi ces contraintes-là pour la diffusion télé. Il fallait tourner dans un certain format. Si c'était tourné en péloche, il fallait adapter après en vidéo, etc. Donc ces contraintes-là je dirais, promotionnelles, elles existent depuis toujours et elles existent encore aujourd'hui sous une autre forme, quoi. Mais je trouve que le clip, quand même, avec l'arrivée du numérique et avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., ça a quand même redoré un peu le blason du clip, parce que c'était déjà un film court, musical, et donc finalement, je pense que ça a permis aussi
lui permettre de trouver une place un peu plus facile et un peu plus, comment dirais-je, accessible que ça pouvait l'être avant avec la télévision. C'est-à-dire qu'on voyait les clips qui passaient à la télé, et puis les autres, on ne les voyait pas parce qu'en fait, ils ne passaient pas à la télé. Voilà. Donc On va devoir clôturer. Pardon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Merci aux personnes en stream. Alex, si tu veux dire un petit mot pour la fin, le temps de remercier nos intervenants et intervenantes. Merci encore une fois au Périscope, à l'équipe de Grand Bureau également. Et donc, Alex, je te laisse. Non, c'était pour vous remercier encore une fois tous d'avoir été là, le public. Donc, on a streamé, diffusé, enregistré. Donc, on va vous remettre à disposition après les 2 conférences. Le temps de traiter peut-être un peu tout ça, donc vous pourrez avoir accès, l'envoyer, le partager où vous le souhaitez. Donc pour vous rappeler que la première projection commence à 20h30 ce soir, ici aussi. Le bar va pas tarder à ouvrir. Vous avez plein de points de restauration autour du Périscope, et même au Périscope, on vous proposera un petit truc à grignoter si vous le souhaitez. Donc voilà, première partie des projections, les 15 premiers clips de la sélection de la fête du clip numéro 5. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée.